Messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire ou encore quotidien parce que nous sommes avec vous du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel pour l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. La marche est difficile, on y arrive après plusieurs chutes. Et toutes ces chutes sont des occasions d'amélioration, des occasions de leçons. Notre objectif étant de vous tenir compagnie agréablement et utilement chez vous à la maison ou ailleurs. A connu, vous avez sans doute remarqué un peu un incident qui a été donc repris sur les réseaux sociaux. On en a parlé, des salives en ont coulé, de l'encre aussi et aussi des plumes. Mesdames et messieurs, ça n'est suivi justement ces vagues donc d'indignation qui peuvent se comprendre. Et nous en sommes désolés. Mesure donc a été prise pour mieux faire encore une fois afin que ce que vous attendez de cette émission continue et demeure. Le serpent ne mord rarement que le pied qui marche. Et nous allons vous souhaiter à toutes et à tous une belle reprise et sachez que nous sommes reconnaissants. Merci de la fidélité, merci de porter l'apéro déjeuner dans vos différents cœurs. Nous l'avons constaté et merci encore une fois de plus. Merci de nous porter et surtout merci de nous aimer tels que nous sommes. Nous sommes des humains, tout comme vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu bénisse la jeunesse du Burkina Faso. La team est avec moi pour cette aventure numéro 1 de la semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est férié, mais nous sommes encore au poste de contrôle pour vous servir le meilleur du divertissement et de l'information sur la télévision du Burkina Faso. Gilles est avec nous puisqu'aujourd'hui c'est lundi et l'heure de la cité est au rendez-vous. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère, Comment bonjour tu vas? Adèle, bonjour Sandrine, je vais très bien, j'espère que toi aussi. J'espère que le week-end a été super. Super. Alors chez moi, lui aussi, le week-end était cool. Alors big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici. Et d'ailleurs, on est là pour vous servir de la bonne humeur. L'apéro, c'est le numéro 1 avec Jackie Elfeno et la Dream Team. Faut pas tester, sinon toi-même tu sais, tu testes, tu dettes pas, tu kiffes 50 wheel. On est calé comme vélo dans le parking, il n'y a rien à faire. On va se mettre bain de chez les bains. Merci beaucoup Ziedara, merci encore pour cette bonne humeur et surtout merci pour cette présence. Alors aujourd'hui lundi, il y a donc au programme la rubrique L'œil de la cité. Qu'est-ce que tu es allé chercher encore pour nous cette semaine? Alors Jackie, pour les téléspectateurs, dans notre rubrique d'aujourd'hui, nous allons interpeller l'autorité compétente par rapport au canal de Zogona. Aujourd'hui Jackie, il faut le dire, sans lésiner, le canal a perdu son utilité. On en parle tout à l'heure, dans un instant. On en parle tout à l'heure dans un court moment, le canal a perdu toute son utilité. À quoi sert désormais le canal? Nous allons le savoir tout à l'heure avec des images pour illustrer tout cela. Restez donc connectés pour la suite. Sandrine Konaté est également présente pour nous ce lundi matin. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, c'est vrai, ailleurs c'est férié, mais chez nous ça bosse. Ça exprime à quel point nous sommes heureux de vous servir votre apéro du lundi au vendredi, en espérant en tout cas que cet apéro a de quoi vous aiguiser l'appétit. Il ne s'agit pas seulement de l'appétit, manger, non, l'appétit à la vie, l'appétit au travail, l'appétit surtout à l'amour et au bonheur. Alors on souhaite... On félicite ceux qui ont reçu leur sacrement ce week-end, baptême, communion, voilà, et puis confirmation. Que Dieu vous accorde une vie spirituelle imperturbable et surtout une foi à toute épreuve quand on sait que les épreuves ne vont surtout pas manquer. Je suppose que tu es allé manger là-bas chez les gens, Sandrine Konaté. D'accord, ok. Plus ou moins en famille. On va terminer le bonjour. Félicitations à vous et que Dieu vous accompagne pendant votre vie sur terre et votre vie spirituelle. Quant à l'apéro, restez connectés et on vous promet un apéro dit de votre rang de téléspectateurs privilégiés. Merci Sandrine Konaté, merci beaucoup et surtout encore bonne fête de l'Assomption à toute la communauté chrétienne du monde entier et particulièrement du Burkina Faso. Adèle Rwamba est avec nous également pour cette aventure du jour. On va te souhaiter aussi une belle semaine et bonjour Adèle. Bonjour Jackie, bonjour la team téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme moi. Oui, je suis en pleine forme et je me porte à merveille. Super. Alors, j'espère que vous avez passé un super week-end, hein, les amis. Ouais, moi, j'ai passé un merveilleux week-end. J'ai adoré mon week-end. J'ai trop adoré. J'ai aimé mon week-end. Donc, téléspectateurs, j'espère que vous avez la santé comme moi et que vous êtes en pleine forme. J'espère aussi que vos différents projets sont en cours de réalisation. Et j'espère que vos projets aussi qui sont en gestation sont en train de se développer tout doucement dans l'ombre et va faire waouh.
et ça sera la lumière pour vous. Bossez, travaillez et ne cessez jamais de travailler. Croyez en vous et vous verrez que l'avenir sera pour vous, tout simplement. Alors, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Une citation de Abraham Bamas, un internaute que je suis souvent, qui dit ceci: vous serez toujours une mauvaise personne tant que votre histoire sera racontée par des personnes qui ne vous aiment pas. Fin de citation. Restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup. Et voici donc pour vous, mesdames et messieurs, le clip d'entrée pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour ce lundi. Et surtout que cette semaine offre à chacun de nous de grosses opportunités afin que nous puissions voir tout ce que nous souhaitons le plus se réaliser. Merci à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina Faso et surtout de porter donc à cœur l'apéro déjeuner, le carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Rien ne pourra nous ébranler, rien ne pourra freiner notre marche. Nous allons continuer donc à vous servir avec toujours le même plaisir et surtout avec toujours la même énergie et la vivacité et l'enthousiasme. Vous allez encore être servis et surtout retenez votre souffle parce que la prochaine saison, vous allez encore recevoir de belles innovations, de nouvelles choses qui vont venir donner encore plus de goût à votre aventure de l'apéro que vous aimez tant. Mesdames et messieurs, nous partons pour le clip d'entrée. En fait, vous souhaitez la bienvenue à toutes et à tous. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Maman Africa, incarne des valeurs, ses fils braves, intrépides, pleins d'ardeur, réserve tout jeune accueil chaleureux, Martin prend de ses fils valeureux. Mon continent incarne des valeurs qui sont solidarité, l'hospitalité, ainsi que le respect des personnes âgées. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. L'hospitalité, c'est donner le gîte à l'étranger, ainsi que le couvert et lui réserver un accueil très chaleureux. Aujourd'hui, les autres changé dans mon Afrique, dans mon continent. L'homme est devenu l'ennemi de l'homme, un danger pour son prochain. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Citoyennes et citoyens du continent Afrique, réveillons nos consciences, fédérons nos intelligences, honorons la mémoire de tous ces grands hommes qui ont payé de leur vie pour le continent africain. Jeunesse africaine, dans ces deux parties, des comportements improductifs et travailler à innover pour l'intérêt de notre continent.
notre monde aujourd'hui, de notre conscience d'Africains. Bannissons l'état qui nous entrave, renforçons notre fraternité. L'Afrique est une et indivisible, honorons-la, développons-la. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Après avoir chanté pour le Burkina Faso, il donne de la voix, de l'écho pour le continent africain, pour son Afrique, l'Afrique, notre Afrique à toutes, mesdames et messieurs et à tous. Bienvenue à ceux qui nous prennent en vol et nous allons encore une fois de plus dire bravo à Kézi pour cette nouvelle trouvaille, pour cette très belle vidéo qui nous permet d'ouvrir les portes de l'aventure de l'apéro déjeuner en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous sommes à l'acte 1 de la semaine, aujourd'hui lundi, tout en souhaitant en tout cas une très bonne semaine à toutes et à tous. Mais retenez ceci, on dit que le sourire peut exprimer souvent l'amour, mais il y a aussi les larmes qui expriment aussi l'amour. Nous avons décidé ici de vous exprimer notre amour par le sourire, de vous dire que nous vous aimons tant et de vous dire que quel que soit Alpha, nous allons continuer à vous aimer. Et surtout retenez ceci, on ne pourra jamais faire l'unanimité. Et ça, retenez ceci. Merci à toutes ces personnes qui ont passé leur temps à nous encourager, à toutes ces personnes qui nous ont donné de la force et qui nous ont donné encore l'envie d'y aller et de pouvoir donc continuer à écrire notre légende. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes ces belles âmes qui portent l'apéro déjeuner tout au fond de leur cœur. Nous l'avons conçu pour vous et nous sommes dedans depuis maintenant 3 années sans discontinuer. Ce n'est pas maintenant que nous allons nous arrêter. Nous allons encore travailler à vous offrir le meilleur. Le pire, c'est que le meilleur reste à venir. La suite, c'est avec ceci. Nous sommes bien repartis. À présent, nous allons installer notre invité du jour dans la rubrique tranche de vie. Eh bien, pour l'invité, retenez que c'est un jeune homme qui fait la fierté de notre pays, le Burkina Faso. C'est vrai que beaucoup ne le voient pas très souvent, parce qu'on dit très souvent, les grands hommes font moins de bruit, mais font de grosses réalisations. Eh bien, celui qui arrive en est la parfaite incarnation. Il est conseiller ressources humaines, et nous avons pensé à l'avoir sur notre plateau pour échanger avec lui sur la question de la ressource humaine dans une entreprise, au sein de la société. Comment est-ce que nous arrivons donc à pouvoir comprendre l'être humain que nous sommes? Comment est-ce que nous devons outiller l'être humain afin qu'il soit efficient et efficace dans tout ce qu'il fait? Notre invité, Sanwidi Ousmane, est avec nous. Acclamation la team pour l'accueillir, s'il vous plaît. Viens avec nous, Ousmane. Bonjour. Alors, installe-toi, mon frère. C'est toujours avec un réel plaisir d'échanger avec vous. Et ce qu'il faut retenir, c'est que on a eu très souvent l'occasion d'échanger autour de certains sujets, mais pas sur un plateau. Et c'est la première fois. Et moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous avoir sur notre plateau afin que nous puissions partager ce temps d'antenne en compagnie de nos téléspectateurs. Ousmane Sanwidi, la team est là, Zidiara, Sandrine Konaté et Adèle Rwanda, juste à côté. On ne mord pas. Alors, monsieur Sanwidi, on va vous permettre justement de dire aussi bonjour aux téléspectateurs qui suivent cette émission ici au Burkina et partout dans le monde entier. Donc, merci Jackie, merci déjà pour l'invitation. Donc, mon bonjour à tous les téléspectateurs donc, de la chaîne Leader. Oui.
Bonjour également à tous les managers des ressources humaines, comme il est question donc de développement du capital humain. Bon, bonjour à tous ceux qui travaillent justement pour le développement économique et social du Burkina Faso. Merci beaucoup pour toutes ces belles phrases, ces belles paroles adressées donc à toutes ces personnes-là qui sont aussi utiles pour notre société. Monsieur Sanoudi Ousmane, dites-nous, vous êtes un jeune homme très élégant, natif de quelle localité du Burkina Faso? Je suis natif donc du Kouritenga, précisément de Kabega. Donc voilà, je suis moi aussi pur sang. Kabega. Kabega, c'est à combien de kilomètres de Ouagadougou? 165 environ. 165 km. Environ, Alors, oui. vous y allez régulièrement? Ah oui, chaque fois que donc, le temps me le permet, 25 km. 5 km coupés là. Alors, la fratrie, il y a combien comme vous au sein de la famille? Au sein de la famille, j'ai deux grands frères aînés et 2 grandes sœurs et une petite sœur adorée. D'accord. Donc, adorée, c'est la Benjamine alors. En tant qu'elle est gâtée. Très adorée parce que M. Sanouidi est très attentionné. Je sais de quoi je parle parce qu'avec ce monsieur, je vous assure qu'il a l'oreille. Il a su comprendre l'être humain. Je pense que tout cela émane un peu de ce que vous avez reçu comme éducation au sein de la famille. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ambiance au sein de la famille à l'âge encore plus jeune? Ben, c'est comme la plupart donc, des familles africaines et particulièrement burkinabé. J'ai grandi donc aux côtés du papa, de la maman très jeune, avant donc qui sont donc en Côte d'Ivoire. C'est véritablement une ambiance fraternelle. On mange régulièrement donc en famille, en groupe. Et c'est à l'âge donc de 12 ans que j'ai regagné le pays donc des hommes intègres, ma patrie, où j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui, conseiller en gestion des ressources humaines. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et vous avez aussi fait vos études à Ouagadougou, précisément au Burkina Faso, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre cursus scolaire? Alors, mon cursus, il est assez particulier. J'ai bossé jusqu'au CM1, bien sûr, donc en Côte d'Ivoire. J'ai fait mon CEP à Kabega. Ensuite, mon BPC à Gouné, avant donc de migrer à Koupela. Non, à Koupela d'abord, au chef-lieu donc de la province, où j'ai bossé jusqu'en terminale. Et j'ai dû passer en temps le concours d'assistant, plutôt d'agent spécialisé en gestion des ressources humaines, qui m'a amené à Ouagadougou, où après j'ai passé le bac pour poursuivre donc les études supérieures à l'université Aube Nouvelle, puis à IAM Ouaga. Et je suis également diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, à la fois des cycles C, B et A, gestion des ressources humaines. Bravo. Alors, il faut aussi dire en passant que vous avez été un brillant étudiant lorsque vous avez fait vous avez eu votre passage donc à l'ENAM. On s'en souvient encore parce que nous avons eu la chance d'assister donc à la sortie de cette promotion où tout le monde disait du bien de vous. Alors, Monsieur Sanouidi, dites-nous un peu dans quelle ambiance vous avez donc su préparer cette année-là et ces différentes années donc au sein de l'ENAM. Comment est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir donc trouver les voies et moyens, les bonnes formules pour pouvoir donc faire la fierté et sortir la tête haute? Partagez un peu avec nous, parce que cette jeunesse qui suit aussi cette émission voudrait bien apprendre des choses. Voilà. Ouais, l'ENAM, c'est toute une école. C'est aussi l'école de la vie, l'école de l'administration dans sa globalité. Et quand vous y entrez naturellement, ça vous forge un comportement, ça vous forge justement votre esprit pour vous rendre encore plus humble, plus professionnel. Donc j'ai travaillé au sein de cette école-là durant donc 6 ans. J'ai bossé plutôt dans cette école durant 6 ans. 2 ans pour le cycle C, 2 ans pour le cycle B, 2 ans pour le cycle A, dans un esprit véritablement de travailleur, dans un esprit d'équipe, dans un esprit où je participais également énormément à la vie donc, de l'école. J'ai été plusieurs fois membre donc, du bureau des élèves. J'étais à la base donc, de la création du club des gestionnaires des ressources humaines de l'ENAM, où on a remporté
à la création le premier prix, donc le meilleur club donc, de l'école. Donc j'ai apporté ma contribution pour positionner la filière management des ressources humaines donc au cœur aussi donc de la politique de l'ENAM et au cœur donc de la politique de l'administration de façon générale. Alors, vos rapports avec l'administration, justement, on en parle en tant qu'étudiant, parce qu'on aurait aussi appris que M. Sanoudi était vraiment en bon terme avec l'administration. Vous avez été un étudiant très, très exemplaire, un modèle qui a beaucoup inspiré surtout les autres. Alors, parlez-nous un peu de vos rapports avec le corps professoral, parce que très souvent, il y a aussi des bisbilles entre étudiants et formateurs, mais pour votre cas, vous êtes toujours arrivé à pouvoir donc gérer avec maestria surtout ces rapports. Oui, vous parliez tout à l'heure donc de l'éducation familiale et puis bon, du parcours depuis l'enfance. Je pense véritablement que c'est tout ça qui a impacté donc ma façon d'être et puis mon approche vis-à-vis des autres. Je veux dire, c'est pas seulement le corps professoral. J'ai respecté depuis donc le parqueur au parking jusqu'au ciré de chaussures, jusqu'au directeur général de l'école. Avec donc toute l'humilité qui s'y est avec tout le respect qu'on doit aux aînés. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé justement à avoir des rapports assez courtois, à avoir avec donc à la fois les membres de l'administration, mais aussi, j'allais dire, toute l'équipe dirigeante de l'École nationale d'administration et de magistrature, mais aussi les élèves et professionnels de toutes les autres filières. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que ce soit un parqueur, celui qui fait les photocopies dehors ne m'appelle, bonjour, comment vous allez, de vos nouvelles. voilà, mais bon, c'est parce que au moment où j'étais à l'ENAM, je les ai rendu le respect qu'il fallait, je les ai considérés comme des aînés, comme des frères, et en tant qu'Africain, en tant que Burkinabé, c'est tout à fait logique. Mais il ne vous est pas aussi arrivé, avant que Gédéra ne prenne la parole, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé aussi par moment, M. Sanoudi, d'être confronté à des situations pas du tout agréables, du fait donc de votre, j'allais dire quoi, excès d'humilité, voilà, ou encore votre excès de respect vis-à-vis des autres? Parce que très souvent, il y en a qui confondent l'humilité à l'infériorité, à la faiblesse. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé justement de faire face à ce genre de situation? Et bien sûr, il peut y avoir des abus, oui. Mais bon, à la fin, c'est dans tes résultats scolaires donc, que tu prouves aux gens que... oui, mais en dehors de comment on appelle ça, de l'ENAM, en dehors du cadre donc de formation, je parle dans la société. Ouais, je vais dire, c'est vrai, vous pouvez avoir des problèmes liés à votre caractère d'humble ou de respectueux vis-à-vis des uns et des autres. Mais il faut aussi avoir la capacité, quand il faut taper sur la table, de dire non, il faut me respecter en tant que tel. Je te respecte parce que voilà, tu es un être humain à part entière, il faut respecter tout le monde. Mais lorsqu'il y a des dépassements, il faut savoir dire stop et puis mettre les gens à leur place entre griffes. Entre griffes. Alors, ce bonheur en CM1 en Côte d'Ivoire, on revient à Ouagadougou. Bon, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en déphasage? Parce que comme vous l'avez dit, vous avez eu quand même un parcours scolaire assez comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est parce que ce n'est pas rectiligne. C'était comme ça. J'étais très attaché donc à la maman quand j'étais tout petit. Donc à mon CM1, elle a dû venir donc au village pour des soins. Et donc j'ai demandé donc à pouvoir la rejoindre. J'ai eu la chance qu'il y ait un homme qui était de passage en Côte d'Ivoire. Je l'ai suivi et nous sommes venus. C'est comme ça que je suis resté au Burkina. Effectivement, il y a un grand décalage. Et puis bon, après, ce que vous entendez du Burkina Faso quand vous êtes tout petit en Côte d'Ivoire, c'est pas toujours évident, l'image qu'on vous renvoie. Donc tout de suite, psychologiquement, vous n'êtes pas préparé au contexte. Voilà, donc ça a été le cas chez moi. Je me rappelle quand je suis arrivé, le directeur de l'école de son temps, paix à son âme, disait, bon, il a fait le CM1, compte tenu de la qualité de l'éducation au Burkina Faso, il faut qu'il reprenne le CM1. J'ai dit non, moi je suis premier de ma classe là-bas, je passe en classe supérieure et il faut que je continue tout naturellement. Il a dit non, il faut qu'on me mette au CM1. Donc mon oncle a dû batailler
Je lui dis d'ailleurs bonjour en passant. Il a dû batailler pour que, bon, le directeur dit, bon, en fin de compte, on va t'accepter pour le premier trimestre. Si tu as des bons résultats, on te maintient au CM2 parce que, écoute, Abidjan et puis ici, c'est totalement le jour. Donc, au résultat du premier trimestre, je suis premier des classes. Donc, il m'offre un déplacement à couper là et tout. Bon, voilà. Donc, c'est vrai, au début, ça n'a pas toujours été évident, que ce soit les conditions de façon générale, hein, la température, l'environnement, vous êtes totalement en déphasage. Mais bon, et quand on est plus jeune, après, bon, on s'y habitue, on commence à devenir costaud et puis voilà. Au départ, est-ce que vous saviez que vous alliez faire une carrière en GRH? Au départ, est-ce que déjà il y avait des prédispositions ou quoi? Vous êtes allé comme ça parce que il faut faire un concours pour faire. Quelles ont été vos motivations? Au départ, je n'avais pas, cette option de faire la gestion des ressources humaines. C'est vrai que tout petit déjà, j'avais une approche facile avec les autres. Mais je n'ambitionnais pas tout de suite de faire donc la carrière en gestion des ressources humaines. Mon papa, lui, il voulait que je fasse certainement autre chose. Je suis venu par tout hasard voir un oncle à Ouagadougou pendant les vacances. Quand je faisais, je crois, la première, il m'a dit, bon, écoute, tiens, tu vas pas passer un ou deux concours pour voir un peu comment ça se passe. Et comme ça, j'ai revu mes dossiers, ils ont déposé. C'est un ami qui allait déposer pour le cycle d'agents spécialisés en gestion des ressources humaines. Ils ont dû me rappeler pour me dire la date de composition, c'était date. Je suis allé composer comme ça. Et puis, bon, je suis sorti premier de l'affaire. D'accord. En plus. Donc, il n'était même pas préparé. Il est très brillant, ce monsieur. Ça ne renforce pas. Monsieur Sanduidi, une structure X, Jackie Communication. Alors, comment est-ce que est utilisée la gestion des ressources humaines pour amener en fait ces structures-là, à atteindre ses objectifs? Merci. Le capital humain est sans aucun doute donc la plus grosse ressource, si vous voulez, d'une entreprise. Pour Jackie Communication, je lui conseillerais de faire en sorte que chaque acteur de son entreprise se sente Jackie Communication. Il faut que chaque membre donc, de votre team là, justement, se sente propriétaire à part entière donc, de votre organisation, par une délégation conséquente des responsabilités, par une motivation claire et nette donc, des membres de l'équipe, par une sincérité vis-à-vis des objectifs, de la vision donc, que vous donnez à votre entreprise, mais aussi par l'acceptation de la critique venant justement de votre équipe, dans le sens donc, de l'amélioration de votre structure. Et vous allez voir qu'à partir du moment où chacun se sent utile et à part entière membre donc, de votre équipe, les choses vont commencer à aller de mieux en mieux. Forcément. C'est-à-dire à égalité de logistique, la différence, ce sont les hommes. C'est tout. À égalité de logistique, la différence, ce sont les hommes. Alors, Sandrine Konaté, ça c'est très bien dit surtout. Oui. Tout à fait, notre invité est très intéressant. Alors moi, je vais continuer avec la première question de Zié Diarra. Est-ce qu'il y a des prédispositions naturelles ou des attitudes ou aptitudes qu'on devrait avoir pour être GRH plus tard? Si vous n'aimez pas les hommes et si vous n'aimez pas l'approche avec les hommes, d'abord, il ne faut pas faire la gestion des ressources humaines parce que, bon, vous êtes amené à gérer tous les jours les humeurs des gens et vous savez, les gens, ils ont beaucoup d'humeur. Voilà, donc, et quelqu'un peut être d'une humeur X à 10h et à 11h, il est d'une humeur Y et en tant que manager des ressources humaines, vous devez pouvoir gérer donc ces changements d'humeur, vous devez pouvoir donc canaliser ces humeurs-là pour votre objectif. D'accord. Donc, la première prédisposition, c'est d'aimer l'approche avec les humains. Et ça, c'est la première des choses. Il faut aimer communiquer, parler bien. Pas trop, mais dire juste ce qu'il faut. Et l'autre disposition, c'est de savoir être strict. La gestion des ressources humaines se déroule dans un environnement d'éthique, de texte, de réglementation qu'il faut savoir appliquer et qu'il faut avoir donc, j'allais dire, les armes de pouvoir justement dire qu'à un moment donné, c'est la réglementation et à un niveau donc, de responsabilité
Et il faut pouvoir appliquer justement Les cette textes. réglementation. Ok, il y a des gens, il y a quelqu'un particulièrement que je connais, j'espère qu'il ne suit pas l'émission. Il est GRH. D'accord. D'après son personnel, c'est un très bon GRH. En tout cas, au boulot, c'est un très bon GRH. Mais je vous le déconseille en tant qu'ami, quoi. Dans la vie sociale comme ça, il n'est pas du tout... Il n'est pas très agréable, il n'est pas très sociable. Est-ce que vous pensez que les deux devraient être liés? Pas forcément. Je vais dire, la gestion des ressources humaines, c'est un tout. Ok. On peut l'apprécier pour son rôle de manager RH. Par rapport à un aspect donné, je vais dire, primo, il faut d'abord savoir quel est le poste qu'il occupe. D'accord. Quand vous faites de la paie, par exemple, D'accord. vous ne travaillez qu'avec des chiffres, telle personne a tel salaire, et comment vous calculez donc les impôts, les indemnités UTS et et tout. autres, comment est-ce que vous calculez ces indemnités, comment est-ce que vous calculez justement la part qui doit revenir donc aux structures telles que la Carrefour ou la CNSS. CNSS et tout. Mais écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir une approche particulière avec les gens pour gérer un tel poste. D'accord. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une approche de sympathie avec les gens pour calculer les salaires des gens, bien payer par mois les gens, et vous faites la comptabilité RH, point barre. Lui, dans son cas, Par voilà. contre, Ok, allez-y. avant que vous, par contre, si vous gérez un poste tel que les relations sociales Oui. et communicationnelles et que vous n'avez pas une approche avec les gens, et vous êtes coincé dans votre coin et que et éventuellement dans le quartier, personne ne veut avoir de la collaboration Exact. avec vous. Sauf si vous avez la magie de vous transformer dans l'environnement de travail, et il y a des gens qui ont cette capacité de se mettre en bulle lorsqu'ils sont dans un environnement X et de devenir une autre personne lorsqu'ils sont dans un environnement Y. Si vous avez cette capacité, justement, Mais est-ce que c'est bien d'avoir cette capacité? ça peut aider souvent. Vous savez, en chaque chose, il y a toujours quelque chose de bon, qu'on peut en et tirer. quelque chose de moins bon. Donc, c'est le principe comme ça de la vie. En toute chose, il y a toujours quelque chose de bon et quelque chose de moins bon. Donc, cette capacité de se créer une bulle en dehors de l'environnement de travail, c'est peut-être lié à son histoire, c'est peut-être lié à son évolution, c'est peut-être lié à tout ce qu'il a vécu, qui lui amène dans le quartier à prendre la distance avec les gens, à rester dans son coin. Mais comme il se sent en sécurité dans l'environnement de travail, il s'ouvre, il communique, il est relax, il est aimé par le personnel. Ok, cher ami, je te comprends mieux. Alors, pour terminer, Monsieur Sandouidi, pour gérer le personnel du public, comment est-ce qu'on gère le personnel du public? Parce que souvent, on entend certains employés dire je suis intouchable, de toute façon, le GRH, intouchable, entre griffes, le GRH ne peut pas me virer, même mon directeur ne peut pas me virer, c'est la fonction publique, c'est pas le champ de ton papa, etc. Des propos comme ça qu'on entend. Le GRH, comment il gère le personnel de la fonction publique et est-ce qu'il a vraiment le pouvoir d'exercer sa fonction? Vous qui avez été GRH au Minfeed. Vous me posez une question assez complexe, mais assez simple aussi à répondre. Comme je l'ai dit, un gestionnaire des ressources humaines, c'est un ensemble d'éthiques. Donc, il doit lui-même se forger cette éthique-là, en termes de comportement, en termes donc, de savoir-être, savoir-vivre. Être un modèle. Il doit lui-même être d'abord ce modèle. Ça, c'est le principe de départ. Le principe, Donc, à partir du moment où il incarne ses compétences, à la fois de compétences de savoir-faire et de savoir-être, c'est déjà la bonne base. S'il est confronté donc à mettre en œuvre sa politique RH, à partir du moment où la politique est validée par la hiérarchie, on dit qu'il faut être au travail à 7 heures. Oui. Il contrôle les arrivées. À 7h30, si vous êtes là, on vous signale qu'aujourd'hui, vous avez mis 30 minutes de retard. C'est un premier signalement. D'accord. Ainsi de suite. Et il vous adresse après une lettre d'explication. Monsieur X, vous avez manqué au devoir de respect des horaires tel jour et tel jour. Je voudrais que vous puissiez me fournir les explications liées donc à ce comportement, parce que tel article de notre règlement intérieur dit qu'il faut venir à telle heure au travail. Il fait son travail de RH.
Exact. Et si ce n'est pas appliqué par l'employé? L'employé est dans l'obligation de répondre à cette demande d'explication. S'il ne répond pas, la même loi dit que sa non-réponse durant tel délai égale à telle sanction. Donc, vous commencez par cette sanction. Vous n'avez pas besoin, en tant que RH, pour la première sanction, d'attendre forcément que ce soit le ministre ou le SG qui agisse. Vous agissez. Ça, c'est dans la théorie, mais dans la pratique, c'est est-ce que ça se fait? les éléments que vous êtes en train... Oui, ça se fait dans certaines administrations. Je veux dire, certaines. nous sommes dans un développement, dans un contexte aujourd'hui de plus en plus de modernisation de la gestion des ressources humaines entrepris par le professeur Séni Mamadou Edraogo, qui est le ministre de la fonction publique, qui a entamé donc des grands changements pour permettre à chaque administration d'avoir des managers des ressources humaines qui font leur travail en toute impartialité, en toute compétence et qui rendent compte à la hiérarchie. Donc vous faites votre travail. Maintenant, dans la vie, il y a des situations comme celle dont vous venez d'évoquer, qui sont des situations particulières, qui sont donc des individus supposés protégés dans certaines administrations, Donc, il y a qui peuvent penser Être protégé. être protégés. D'accord. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Parce que celui qui les protège, lui-même, il n'est pas au-dessus, en fait, des textes et des lois de la nation. Ok. Mais est-ce que le GRH peut licencier un agent de la fonction publique ou demander à ce que le directeur général le licencie ou le SG vous fait parvenir une lettre au ministre de tutelle pour demander le licenciement d'un certain du personnel? Par exemple, je prends Zié Diarra, excuse-moi, c'est toi qui es à côté de moi, entre griffes, suite à un certain nombre de comportements, de manquements au travail. Et quand on sait qu'il y a les syndicats qui sont là, surtout s'il est syndiqué. Je vais dire, tout cela donc s'inscrit dans une réglementation. Bon, c'est peut-être un peu technique pour mais le DRH n'a pas le pouvoir de licencier un agent. Et d'ailleurs, dans le cas précis dont vous parlez, on parle plutôt de révocation, parce que le licenciement, c'est un constat. On constate que Jackie ne vient pas à son émission durant 2 semaines, 1 mois, on constate son absence, on constate que, bon, on le licencie bon, pour absence au poste. On a fait que Jackie à Gawa, il ne rejoint pas le poste. Au bout d'un temps, on fait des communiqués. Bon, on constate qu'il n'a pas rejoint. Mais la révocation, c'est éventuellement suite donc à des sanctions, des manquements professionnels, des sanctions disciplinaires. Et là, c'est tout un processus qui va donc de la lettre d'explication dont je vous ai parlé, qui est adressée directement par le supérieur hiérarchique immédiat de l'employé, le chef de service par exemple, qui l'adresse, ainsi de suite. Mais nous sommes dans un état de droit et comme je l'ai dit, quelle qu'en soit la situation, l'État a obligation de donner à l'employé mis en cause la capacité de se défendre. Tout à fait. Voilà, d'avoir à côté de lui des avocats, d'avoir à côté de lui son syndicat qui peuvent justement apporter éventuellement la preuve du contraire de ce que donc l'intéressé. Voilà, mais comme je disais tantôt, que ce soit le DG ou le DRH, ils n'ont pas donc le pouvoir de révoquer un agent. Seul le ministère en charge donc, de la fonction publique a le pouvoir. Justement, j'ai demandé, est-ce qu'il peut écrire? Est-ce que le GRH peut écrire à la hiérarchie, donner son avis et demander la révocation de cet agent en question? Il peut enclencher la procédure. Je vais dire, il est la base de signalement du comportement. D'accord. Et il accompagne en tant que support, parce que n'oubliez pas, la fonction RH est une fonction partagée. Ce n'est pas seulement les gestionnaires des ressources humaines qui exercent donc la fonction RH. Je disais tantôt que le supérieur hiérarchique immédiat, selon les textes, c'est à lui d'adresser la lettre d'explication. Donc en adressant cette lettre d'explication, il est en train d'exercer une fonction RH, et que c'est un manager donc, de ses collaborateurs.
Donc, en tant que RH, nous sommes justement le support technique pour pouvoir Enclencher la la procédure, pour pouvoir conseiller justement ces managers-là. Voici comment il faut procéder pour ne pas être en porte-à-faux avec Les textes. les textes. Alors, monsieur Sanoudi, Ousmane, vous êtes pétri d'expérience, nous le savons, vous maîtrisez bien votre sujet, ça c'est évident. Mais dites-nous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de vous emporter, vraiment de vous emporter, face donc au comportement d'un agent qui est sous votre tutelle? Bon, je dirais jamais. Jamais. Je m'emporte, je vais dire, très rarement. Très rarement. Et voilà, j'essaie toujours d'imaginer les situations dans leur pire forme. Et je me situe par rapport à la situation X où je suis. Bon, je dites me que dis, ça peut être pire, dans tous les cas, ça pourrait être pire. Ouais. Et donc, j'essaie toujours de garder mon sang-froid. C'est une bonne attitude pour faire face donc à certaines difficultés. Ouais, j'ai un grand frère qui est aux États-Unis. En fait, quand je parle de l'éducation, j'ai tiré ça de lui. Oui. Quel qu'en soit tout ce qui va lui arriver, c'est Dieu. Oui. Et il trouve toujours moyen de dire que si ça ne lui était pas arrivé, c'était le pire qui allait l'arriver. Donc il démarre de chez lui, on lui renverse à côté. Il dit, alhamdoulilah, on m'a renversé ici. Si on ne m'avait pas renversé ici, on allait m'écraser devant. Ça, c'est une pensée stoïcienne. Et il est zen, quoi. Et ce monsieur, il est zen, quoi. Il vit tranquille. Ah, pas de problème. Alors donc pour lui, tout ce qui arrive devrait arriver normalement. Ouais, tout ce qui arrive. Super. Voici une bonne attitude. C'est les stoïciens qui disent que n'attends pas que les choses arrivent comme tu les veux, accepte-les telles que tu es et ainsi tu couleras heureux. C'est tout. Je Alors, ne vais pas acheter le choupia, c'est que Adèle va le faire à midi. Ce que j'ai vu, t'as déjà acheté le choukouya. C'était pour 2000, non? ouais, c'est vrai. Voilà. Tu as mangé c'est aussi à la télé. Dans les relations, c'était 2000 francs. En plus de tout ce qu'on fait ici comme travail, monsieur Sanoudi, on ne manque pas de m'arracher mes 2000 francs à la fin de l'émission. Sandrine, tout comme Adèle, c'est Non, incroyable. non, non, c'est Sandrine qui mange plus, c'est pour ça que je suis maigre. D'accord. Ok. Adèle. Oui, alors, monsieur Sanoudi, alors quand on vous écoute, je comprends beaucoup de choses, sincèrement. On a eu à travailler avec les RH, mais sans vraiment comprendre, parce que nous, vous avez expliqué quelque chose tout de suite, le supérieur hiérarchique direct peut aussi demander une aide d'explication, peut faire des mises à pied, mais toujours, en fait, le supérieur déclenche la procédure et envoie toujours les rapports au RH, et c'est au RH maintenant d'envoyer les mises à pied, les lettres de, enfin je ne sais quoi, jusqu'au licenciement s'il le faut. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Donc le RH, en gros, si je dois résumer, c'est la personne qui a une main de fer d'un gant de velours. Absolument. Ok, Absolument. d'accord. Alors, monsieur Sanoudi, c'est quoi le café RH et les RH et Works Burkina Faso? Merci. Je voudrais juste dire que bon, vous avez tellement bien enroulé notre fonction que je tiens comme à vous féliciter. Merci. Et le professeur Jean-Marie Pelletier qui disait que le grand défi du manager, c'est de pouvoir mobiliser la capacité de ses collaborateurs. D'accord. Donc, le rôle du RH, justement, ce que vous avez dit, il ne peut pas tout gérer. Non, mais un bon RH, c'est celui qui descend sur le terrain régulièrement, qui va voir les managers support, qui les conseille, qui les oriente. Le bon RH, c'est celui qui va dans le bureau des collaborateurs, qui peut voir leur environnement de travail, pour proposer régulièrement à la hiérarchie, pouvoir améliorer à la fois le cadre de vie, les conditions de vie et de travail des employés. Donc, le bon RH, c'est celui qui anticipe. Ce n'est pas celui qui attend qu'il y ait des mouvements syndicaux, il y ait des bruits de couloir pour pouvoir se lever, courir en sapeur-pompier. Tout à fait. Pour en venir à votre question, le café ressources humaines, c'est un cadre de rencontre, de partage d'expérience entre managers. D'accord. Il est né d'une volonté justement de pouvoir réunir
des managers de sensibilité différentes. Vous voyez, la gestion des ressources humaines, lorsque vous gérez la logistique là, demain vous venez trouver la logistique, elle est comme ça, où il y a une panne à régler, vous réglez et puis vous continuez votre affaire. Lorsque vous gérez par exemple les ressources financières, l'argent, il n'a pas de sentiment à avoir. Et vous gérez l'argent. Et si vous empochez quelques billets, vous allez rendre compte. C'est clair et net. Alors que lorsque vous gérez des hommes, ne serait-ce qu'à l'échelle de votre petite équipe, vous pouvez me confirmer que tous les jours, vous n'avez pas la même approche vis-à-vis de votre équipe. C'est clair. Donc, le management des ressources humaines a l'obligation d'être contextualisé. Ce qui veut dire, la façon de gérer votre équipe, ce n'est pas du tout la même façon que la production gère son équipe. Chacun a un style différent. Tout à fait. Et chacun adapte son style par rapport à son contexte, par rapport à son environnement. Et par rapport aux personnes avec lesquelles la personne travaille. Donc, les styles de management des ressources humaines, naturellement, étant différents, il est important qu'on puisse justement vous réunir pour que vous partagez votre expérience là qui peut servir à un autre manager. Et que lui, son expérience aussi pourra vous servir. Donc on s'est dit, la question du management des ressources humaines, vous pouvez faire 10 ans, 20 ans d'école dedans et être un bad manager. C'est vrai. OK. Par contre, comme le disait Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Tout à fait. Donc c'est l'idée justement d'avoir ce cadre de partage d'expérience que nous avons mis en place, le café RH, où il y a des DRH, des directeurs de services, des chefs de service, des responsables de structure, des big managers comme des ministres, etc., qui viennent partager leur expérience quotidienne de management. Mais bon, nous avons pris le soin d'ouvrir une fenêtre aux plus jeunes, qui sont des étudiants en fin de cycle, de venir écouter ce que les aînés font comme ça peut être forcément utile. Alors, avant qu'Adèle nous poursuive, M. Sanoudi, est-ce que vous êtes en train de nous dire ici que pour être un très bon manager, ou un très bon gestionnaire de ressources humaines, il faut de l'expérience? Forcément. D'accord. Forcément, il faut de l'expérience. Il faut apprendre tous les jours de ses erreurs. C'est comme je suivais le début de l'émission. Oui. J'ai vu que vous êtes excusé par rapport à ce qui s'était passé. C'est ça le management des ressources humaines. On apprend toujours. On s'améliore toujours. Tous les jours. Voilà, il s'est passé quelque chose dans un contexte précis qui a ses explications aussi. Mais c'est de pouvoir se forger ce caractère-là, se relever et ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est ça l'expérience. Donc pour les RH Awards, on a estimé que aujourd'hui, le capital humain est un facteur, ou disons le facteur clé de réussite à la fois des entreprises, des organisations, des institutions publiques comme privées, mais aussi de l'État du Burkina Faso dans toute sa globalité. À ce titre, le président du Faso disait, lors de son premier déplacement en Chine, lorsqu'il a rencontré le Parti communiste chinois, certes, nous n'avons pas de mer au Burkina Faso, nous n'avons pas de forêt, mais nous pouvons compter sur les braves hommes intègres pour changer le cours de notre histoire. Donc c'est en cela que nous avons estimé qu'il était important qu'on puisse reconnaître le mérite de ces gens-là qui travaillent dans l'ombre pour faire performer les structures, qui travaillent dans l'ombre pour faire performer donc les institutions et qui sont des leaders, qui sont des managers à travers une cérémonie donc de reconnaissance que nous avons dénommée les RH Awards Burkina Faso et nous le réalisons cette année en partenariat avec donc, le ministère en charge de la fonction publique. Alors, donc une cérémonie de récompense, cela sous-entend que le meilleur RH sera primé. Oui, bien sûr. Selon les critères. Oui, et c'est pas trop indiscret. Il va toucher combien? Je ne suis pas dans le secret des enveloppes. Je suis pas dans le secret des enveloppes. Comme je dis, c'est une... alors, les prix, la reconnaissance, il faut faire attention pour ne pas lier la question de la reconnaissance à la valeur de l'enveloppe qu'on attribue à la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, d'abord, la fierté personnelle de dire...
j'ai accompli un bon travail qui était reconnu par les plus hautes autorités du pays, qui a été salué et reconnu par l'ensemble comme tel. Ça, c'est d'abord la première satisfaction de l'homme. Maintenant, bien sûr, dans un contexte de pauvreté entre griffes, bon, les gens ont beaucoup plus de vision par rapport à ce que X gagne. Je vois souvent des débats sur les Miss et puis les enseignants, sur les réseaux sociaux, les Miss qui gagnent 5 millions et puis éventuellement une voiture. Et puis bon, l'enseignant qu'on donne une attestation de reconnaissance. Bon, je trouve qu'il faut souvent éviter ces débats parce que c'est le mérite le plus important. C'est comme Jackie au niveau des Jeux olympiques. Les médaillés, le comité olympique ne donne pas de l'argent aux lauréats. Puis c'est les pays qui... Mais il ne faut pas manquer aussi de dire... c'est la même chose, c'est la récompense. Il ne faut pas manquer de dire aussi qu'il y a également ces grands rendez-vous où il y a vraiment de l'argent. Quand tu prends un champion, par exemple, dans le domaine du football, là-bas, il y a de l'argent. Bien sûr. Alors, donc, du coup, ce qu'il est en train de dire, par moment aussi, il faut penser aussi à greffer quelque chose quand même à ce mérite. C'est de la motivation, n'est-ce pas, M. Sanouidi? Non, bien sûr, dans les éléments de motivation, toujours est-il que ce qui vous motive, ce n'est pas forcément ce qui me motive. Moi, je peux être motivé par une attestation et un trophée de reconnaissance de la nation. Et peut-être que vous pourrez être motivé par 5 millions. Vous le savez, en ce qui me concerne, vous savez que moi, j'aime bien ce genre de motivation. Moi, j'aime bien le papier. Le papier, l'attestation. Oui, c'est tout. L'esprit, d'abord, c'est reconnaître qu'il y a des hommes qui travaillent pour tirer le meilleur des autres. En entreprise ou en organisation. Ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est tout un système qui est mis en place et dont le ministère de la fonction publique est fortement associé. Il y a également d'autres institutions que je ne vais pas citer, mais qui apportent des prix, qui apportent des primes pour les lauréats. Il faut que, bon, ce ne sera pas seulement le meilleur DRH ou les meilleurs DRH qui seront primés. Il y a aussi d'autres types de managers que nous allons primer, par exemple le meilleur manager des jeunes, le meilleur manager social. Il y a des prix spéciaux qui seront donc décernés au cours donc, de ces RH Awards. D'accord. Alors, dans une société lambda, dans une société, disons X, privée, je parle bien d'une société privée, est-ce que le RH a des parts, enfin, pas des parts, des primes de fin d'année, des primes de fin d'année dans l'entreprise qui, bien sûr, ces primes-là qui vont le motiver non, plus les primes, le côté pécunier, au fait, voilà, dans les entreprises privées. Voilà. Est-ce que les DRH ont ces primes-là qui les motivent à mieux faire? D'accord. Je voudrais dire que, de prime abord, le DRH est aussi un employé. Et donc, il y a la direction des ressources humaines et il y a d'autres directions qui accompagnent justement l'entreprise. Effectivement, il y a des structures qui ont des systèmes de motivation qui vont des primes en nature, en espèces, qui vont aussi des reconnaissances telles que des lettres de félicitations. Tout à fait. Tel que le directeur général ou le ministre qui descend à l'anniversaire d'un employé pour le lui souhaiter dans son bureau. Donc, les systèmes de motivation diffèrent à la fois en fonction de la culture d'entreprise, mais aussi des capacités éventuellement donc, de l'entreprise, mais surtout de la capacité du gestionnaire des ressources humaines à convaincre son manager de l'importance justement d'instaurer ces systèmes donc, de motivation qui peuvent les permettre justement de tirer mieux profit de leurs employés. Alors, juste une dernière. Dans une entreprise, toujours dans le privé, un employé qui a des problèmes avec son supérieur hiérarchique direct, est-ce que cet employé peut outrepasser son supérieur hiérarchique direct pour aller voir le PDG, pour aller écrire ou parler directement au PDG et exposer ses problèmes? Est-ce que ça se fait? Sinon, quelles sont les sanctions dans ce cas précis? Effectivement, en tant qu'employé, vous pouvez être confronté, à tort ou à raison, à un manager direct qui peut justement dans son comportement ou dans ses agissements vis-à-vis de vous causer plus ou moins du tort.
l'employé a la liberté soit d'écrire au premier RH qui est le premier responsable ou au DRH pour exposer donc la situation. Il a aussi la capacité de se déplacer au niveau donc, de la direction des ressources humaines, puisqu'il y a des services spécialisés dans ce domaine-là qui vont le recevoir, l'écouter par rapport donc à ce qu'il rencontre comme préoccupation au niveau donc, de sa direction. Et c'est au RH de faire en sorte que les gens collaborent bien dans les directions, sinon ça ne va pas marcher. Donc il a l'obligation de prendre en main le problème et de travailler le réseau. De toute façon, la correspondance envoyée au DG va revenir dans son bureau. Voilà. Alors, M. Sanouli, on va rester un peu dans cette même logique, mais autrement. Alors, est-ce que pour vous, un bon manager, est-ce que c'est celui qui ne dresse pas forcément de barrières, qui outrepasse les différentes barrières pour pouvoir donc, par exemple, instruire un planton qui est là dans la cour, écoute, il faut nettoyer ça, ou bien qui descend, qui demande au planton, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Un bon manager, le DG ne va pas descendre au niveau du planton pour lui dire il faut aller. Est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il doit le faire? Non seulement il n'a pas à le faire, il ne doit pas le faire. Et le faire, c'est manquer du respect à tous ses collaborateurs qui sont dans sa chaîne hiérarchique. Intermédiaire. Parce que ce planton est relié à un chef d'équipe. Tout à fait. Ce chef d'équipe est relié à un chef de service. Ce chef de service est relié à un directeur. Et le directeur est relié donc, donc au DG. Vous savez, notre administration fonctionne un peu comme l'armée. Donc il y a des niveaux il y a des paliers de hiérarchie. Et donc il n'appartient pas au top manager là, de descendre bas. Pour donner des instructions. Lui donne ses instructions à son directeur. En arrivant, j'ai constaté que la cour était mal balayée, par exemple. Veuillez me rendre compte de la situation. Et le directeur va contacter le chef de service et le chef d'équipe pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est à eux d'instruire justement le planton, éventuellement de lui dire comment est-ce qu'il faut nettoyer tout. Ce n'est pas au DG. Un DG qui descend à ce niveau, est-ce qu'il ne court pas des risques? Il court des risques d'abord, à un moment donné, d'être un DG passoire. Deuxièmement, il court le risque, bon, et finalement tout le monde dit, si tu peux faire tout le travail, tu viens prendre le balai le matin, et puis bon, voilà, de balai. Donc il faut savoir que le management de proximité, il est bien, mais ça a ses limites. Donc, un DG qui descend tout le temps dans les bureaux des employés, à un moment donné, bon, si vous le voyez tout le temps, le mythe de la puissance hiérarchique de celui qui a la solution, ça disparaît parce que bon. Maintenant, diriger d'une main de fer. Maintenant, je ne suis pas de l'école de ceux qui pensent que, justement, comme vous l'employez, que les supérieurs hiérarchiques doivent être des demi-dieux absolument inatteignables, absolument des véritables petits pharaons. Non, pas du tout. C'est un collaborateur qui travaille selon un plan stratégique, selon une vision, selon des objectifs. Et ces objectifs-là sont partagés, sont délégués. Il joue son rôle. Il doit pouvoir de temps en temps regarder, mais il ne doit pas de tout le temps regarder. Il faut faire confiance aux gens que vous avez délégué les tâches. Alors, vous qui avez passé quasiment 10 ans au ministère donc, de l'économie, des finances, est-ce que vous avez cette lecture? Quelle est votre lecture de la situation, de la gestion de la ressource humaine au sein donc, de l'administration publique? Est-ce que les choses vont comme vous venez de le décrire ou les choses se passent autrement là-bas, M. Sanouli? Sans nommer, bien sûr. De façon générale, pour donner une opinion absolument sincère, j'ai eu la chance aussi de regarder un peu dans un certain nombre de privés. Les gens ont une vision très négative de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques. Tout simplement parce que quand c'est bon chez nous, les gens en parlent peu. Quand c'est pas bon,
ça fait du tapage. Je veux dire, si vous avez un seul agent qui a un retard de 2, 3, 4 ans d'avancement, vous allez plus en entendre parler que si vous avez 1000 agents que vous avancez régulièrement. Donc c'est pour dire que de mon point de vue, il y a beaucoup d'efforts qui sont menés au sein des administrations publiques pour mettre en place des outils modernes de gestion des ressources humaines, des outils efficaces de gestion des ressources humaines, pour permettre à chaque agent, quel qu'en soit son lieu d'affectation, de bénéficier dans les délais meilleurs des avantages liés à son poste de travail pour pouvoir être opérationnel à son poste de travail. Mais l'État, c'est une mastodonte. L'État, c'est plus de 100 000 employés. Donc l'État, c'est tout le territoire national. Et c'est tout à fait logique que on ne puisse pas avoir la même puissance de déploiement, la même force de déploiement que lorsque vous êtes à l'échelle d'une entreprise de 200, 300 agents. Bien sûr, il y a des points d'amélioration à apporter au quotidien dans un certain nombre de ministères qui sont véritablement en retard par rapport à un certain nombre d'outils, par rapport à une certaine façon de gérer les ressources humaines. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont très positives, qu'il faut encourager et qu'il faut travailler à aller dans ce sens. Ouais, aujourd'hui, je prends l'exemple des concours. Avant, moi j'ai été plusieurs fois dans des jurys de concours, que ce soit à la réception ou au jury de correction et tout. Mais vous partez pour les dépôts de concours. Les gens s'alignaient aux 3 semaines, 2 semaines. Tu vois, la file, ça ne finit pas. Aujourd'hui, ça passe inaperçu. Vous voyez les gens qui viennent composer, tout au plus en 1 heure, chacun a au moins une idée sur sa note. Oui. Parce que nous sommes dans un système du tout digital, de digitalisation, d'informatisation. Donc il y a de l'amélioration. Il faut juste qu'on continue dans la dynamique en se disant qu'en tant que RH, on est obligé de toujours travailler à mieux faire. Et que l'homme étant un éternel insatisfait, les victoires d'aujourd'hui, on doit s'appuyer là-dessus pour gagner mieux encore d'autres demain. Victoires, sinon, toujours anticiper. Sinon, les victoires d'aujourd'hui pourraient être oubliées demain. Absolument. Ça, c'est évident. Alors, M. Sanoudi, avant de marquer notre pause à cette émission avec Zidiara dans la rubrique L'heure de la cité, laissez-moi revenir un peu sur les critères donc, de ce café RH donc, et autres qui est à l'horizon bientôt, donc pour la 5e édition. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas membre du jury, mais au moins, vous avez quand même eu vent des différents critères, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous en parler juste un peu? Le jury va s'attarder sur quoi exactement pour apprécier le savoir-faire ou la quintessence des différents RH qui vont prendre part donc, à cette compétition? C'est vrai que bon, je vais m'appuyer sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais ce n'est pas pour éviter la question. Je fais partie du jury, c'est tout à fait logique, vous ne pouvez pas être juge et partie en même temps. Et donc, quand on a fait les textes, j'ai dit, bon, tout de suite, il faut enlever tout ce qui est à la fois le réseau, même le ministère du jury, pour permettre à des personnes extérieures, véritablement indépendantes, d'apporter leur lecture. Donc, le premier niveau d'évaluation, c'est la performance annuelle. C'est tout. Le premier niveau, il y a des rapports de performance donc, qui sont chaque fois adressés par rapport à votre programme d'activité. Voici les activités qui étaient prévues à la réalisation. Quel est le ratio de réalisation? Ça, c'est le premier niveau de performance. Si vous avez 20 agents, que vous avez avancé 10 et qu'il y a 10 qui ne sont pas avancés, voilà, ça crée des frustrations. Et ça, nous avons cet indicateur-là qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi la qualité de votre relation en termes d'usager client. Comment est-ce que, en tant que service RH, vous recevez les gens? Comment est-ce que vous les écoutez? Comment est-ce que vous les orientez? Et ce rôle-là, c'est d'aller écouter éventuellement les personnes qui demandent les services RH, qui sont les clients, donc, qui sont donc le personnel. Comment est-ce que vous appréciez justement le service rendu par votre administration des ressources humaines et tout. Donc il y a un grand travail qui sont en train d'abattre actuellement. Il y a également des guides d'entretien, des entretiens qu'on aura avec donc, les directeurs des ressources humaines. Sur tout ce qu'ils auront dit, vous avez fait ça et ça, bon, il faut nous apporter la preuve. C'est clair.
c'est comme ça. D'accord. Donc, il y aura également des entretiens avec les chefs de service, parce que, bon, en tant que DRH, tes premiers collaborateurs, ce sont tes chefs de service. Comment tu les manages d'abord, eux? Voilà, donc, et pour être un bon manager, il faut justement, dans le petit cercle de famille, là, il faut déjà que les choses se passent bien là-bas. Bien, au Comment sein de est-ce la que tu famille. manages les gens avant de... Et il ne faut pas, Donc- il ne faut pas juste nettoyer la superficie Faut aller de la dans le plaie et recouvrir donc d'une colle ou du sparadrap. Il faut plutôt la nettoyer en profondeur, la soigner avant de la recouvrir. Absolument. Sinon, Tu as des qualités de médecin. le fond est pourri. On peut avoir l'impression d'avoir une surface normale, bien portante, et pourtant l'intérieur n'est pas du tout ça. Absolument. Monsieur Sanouidi, on sait qu'en matière de gestion des ressources humaines, il arrive par moment que l'on confie cette partie de la gestion de l'homme à des structures extérieures. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, les établissements donc, publics sont arrivés à cela? Très peu d'établissements publics le font. C'est ce qu'on appelle l'externalisation. Il y a quelques établissements publics qui le font, mais c'est plus une pratique connue dans les administrations privées, dans les institutions minières, où ils s'appuient sur des cabinets par rapport à un certain type de personnel qu'on adosse donc au cabinet, et donc on confie justement à cette tierce entreprise-là la gestion totale donc de ce personnel, que ce soit la rémunération, que ce soit la réglementation du travail et tout. C'est cette tierce entreprise. Bon, et puis bon, l'entreprise principale a juste sa main-d'œuvre qui vient travailler. Alors, et puis voilà. Et vous connaissez sans doute la suite de ma question. Naturellement. Alors, si aujourd'hui on arrivait à externaliser ces ressources humaines, est-ce qu'on gagnerait mieux ou on gagnerait peu? Est-ce que aussi laisser la ressource humaine gérée par le personnel au sein de l'administration ne pourrait pas aussi créer des problèmes du genre donc la gestion par affinité, des complaisances ou je ne sais pas trop, les fraternités entre griffes qui ne vont pas forcément faire avancer, le copinage qui ne vont pas faire avancer le service? Est-ce qu'il ne serait pas opportun d'externaliser justement tout? Pour vous, qu'est-ce qu'on gagne en externalisant ou qu'est-ce qu'on ne gagne pas en externalisant? Je disais au début de l'émission qu'en chaque chose, il y a toujours du bon et du moins bon. Et du moins bon. Aujourd'hui, quand vous prenez les services, par exemple, de gardiennage, ce qu'on a communément, on appelle communément les vigiles, c'est un service externalisé de l'administration. Et donc, c'est une société qui a la responsabilité d'affecter les vigiles, qui en assure le contrôle, véritablement pouvoir de telle heure à telle heure, est-ce qu'ils étaient à leur poste de travail, est-ce qu'ils font correctement leur travail. Et l'administration, par l'intermédiaire de la société, justement, verse ce qui doit leur revenir en termes donc, de rémunération. Donc, c'est un service externalisé qui marche super bien. Donc, je vois mal l'administration en train de gérer des vigiles directement. Est-ce qu'on a suffisamment la compétence pour pouvoir faire le contrôle, pour pouvoir faire le suivi justement de présence de ces individus-là? Et par contre, l'administration a des fonctions régaliennes qui ne peuvent pas être externalisées. Imaginez que vous externalisez les services du Trésor public. Monsieur Sanouidi, on va quand même pas en là. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est bien d'externaliser certaines branches d'activité qui sont externalisables. Et maintenant, il faut imaginer si vous externalisez l'armée. Ça va être compliqué. D'accord, on a compris le message. Merci, restez avec nous pour la suite de cette émission. Gilles Diarra nous entretient dans la rubrique L'œil de la cité. Nous sommes lundi et c'est maintenant transition.
Le canal de Zogna est au menu. Monsieur Diarra, alors, développement. Et Jackie, avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, il est important de faire un petit rappel historique par rapport justement à ce canal. Il faut dire qu'il a été construit en 2001 et sa construction avait été perçue comme un soulagement pour les populations. Alors, du quartier Kalgoné, en passant par les 1200 logements jusqu'à l'université professeur Kizerbo, la métamorphose donc, de ce canal est très remarquable et ce ne sont pas les images que la réalisation va nous présenter qui nous dira le contraire. Alors, sur une longueur, Jackie, de 4 km, ce canal est l'un des 5 canaux réalisés dans la ville de Ouagadougou, justement dans l'objectif d'évacuer les eaux usées donc, qui justement viennent donc, du parc urbain Bangre-Ouego. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, le canal a complètement perdu son utilité, comme je l'ai dit en début d'émission. Et c'est dommage, Jackie, parce que c'est un gros investissement de 4 milliards voilà, de francs CFA que vous voyez comme ça, et qui n'a pas pu justement résister à l'épreuve du temps. Alors, comme on le dit, une image vaut 1000 mots. Et vous voyez le canal donc, qui vraiment est complètement délabré. Et ce qui est un peu difficile, délicat ici, c'est qu'également les populations aussi ont tendance à jeter encore, à déverser les tas d'ordures donc, sur le canal. Et donc, déjà qui ne peut plus résister à quelque chose, donc quand l'eau ne peut plus passer, et puis bon, ça crée vraiment des inondations. Et c'est donc leurs enfants également qui se noient, et ça, il faut le dire, dans ce canal, malheureusement. Donc, c'est difficile. Alors, Jackie, donc, à travers donc, cet élément-là, le de la cité voudrait justement lancer un appel à l'endroit de l'autorité compétente. Il faut vraiment s'activer pour donc réhabiliter ce canal-là. 4 milliards, c'est pas petit boucan. 4 milliards pour réhabiliter. Non, cette infrastructure a été construite. C'était construit à hauteur de 4 milliards. Maintenant, à ce jour, il faut moins de 4 milliards ou il faut encore 4 milliards? Bon, je pense que c'est les techniciens nous diront, mais déjà, on voit que ce n'est plus un canal encore. Alors, ça, il faut recommencer par zéro. Monsieur Sanoui, ça aussi, est-ce que ça peut faire partie de la gestion de la ressource humaine? La gestion du canal ou des canaux. Non, vous avez mis le doigt sur la partie qui, on a tapé dans la fourmilière. Qui me paraît comme aussi importante, c'est le rôle du citoyen dans la gestion de la chose publique. Parce que bon, il faut aller voir les gens creuser autour, ramasser le sable régulièrement, jeter les ordures et tout. C'est notre rôle de pouvoir sensibiliser régulièrement autour de nous. Pour que ce soit les caniveaux, que ce soit les ouvrages publics, que ce soit donc ce type d'ouvrage-là, pour qu'on se donne la main pour l'entretien global de ces ouvrages qui sont de nature à pouvoir servir tout le monde sans distinction aucune. Donc, je salue l'interpellation et je suis convaincu que le ministère en charge donc, des infrastructures va donc se diligenter avec donc à sa tête le dynamique ministre donc, des infrastructures pour pouvoir justement revoir cette infrastructure qui fait énormément de bien à la ville de Ouagadougou et dont la dégradation pourrait être cause d'énormes dégâts. Ça c'est clair surtout avec cette annonce de grosses pluies diluviennes donc, qui en tout cas déjà se font sentir parce que là il y a quelques temps on a aussi enregistré quelques inondations surtout dans les zones un peu reculées vers chez nous un peu en profondeur. Alors il y a des maisons qui continuent donc de s'écrouler alors du fait donc de ces pluies parce que l'eau n'a pas son passage donc du coup l'eau va forcer son passage. Une jeune fille qui a perdu la vie justement à travers une maison qui a été brûlée récemment, même avec les pluies là, elle a perdu la vie. Alors, mais il est aussi important aussi d'interpeller aussi les usagers parce que ça aussi c'est vraiment important. Aujourd'hui, comment est-ce que nous utilisons ces canaux? Comment nous utilisons donc ces canaux? C'est-à-dire, on passe notre temps, en longueur de temps, à jeter les déchets, les ordures. On a 5 canaux depuis qui avaient été justement construits pour justement évacuer les eaux usées et tout à Ouagadougou. Mais quand vous partez à Dapoya, comme on le dit, c'est la merde. Vous partez de l'autre côté, vers Gouné, c'est-à-dire que pratiquement tous les canaux. Et là, ce qui est malheureux, c'est que c'est les populations même elles-mêmes qui sont aussi également à la cause
cause. C'est vrai que l'eau y est pour quelque chose, hein, mais au fur et à mesure, depuis 2001, vous construisez ça. Avec l'inondation, on se rappelle de 2009, ça a contribué également à dégrader le canal. Mais quand on creuse, on va même creuser à côté du canal pour chercher du sable, ou quand on déverse des ordures, ça ne va pas tenir. Un chien mort dans le canal. Voilà. Un âne mort dans le canal. Les ordures ménagères dans le canal. Voilà. Moi, je voudrais Les matelas et autres là dans le canal. Ce sont des ouvrages qui coûtent énormément cher aux contribuables burkinabés. Et donc, c'est notre responsabilité parce que, bon, et de plus en plus, nous allons donc faire face aux effets du changement climatique. Et donc, il faut se préparer à ce qu'il y ait de fortes pluies. Il faut se préparer à ce que les températures ne soient plus aussi constantes qu'auparavant, à travers justement l'organisation de notre cadre de vie pour permettre éventuellement à l'eau de pouvoir circuler, ruisseler tranquillement. Ouais. Donc c'est aussi de la responsabilité, c'est vrai de l'État, mais aussi de chaque citoyen. Merci beaucoup, M. Sanouidi, pour les commentaires donc apportés à cet élément que vient donc de partager avec nous Zidiara. Merci beaucoup et on va te souhaiter bonne inspiration pour certainement mercredi pour un autre sujet qui sera donc mis sur cette table. Alors avant de poursuivre, donner la parole à Sandrine Konaté, M. Sanouidi, alors le gestionnaire de ressources humaines au sein de la famille. Sandrine Konaté. Ah, ok, donc d'aller. D'aller, vas-y. D'accord, ok. Le gestionnaire de ressources humaines au sein de la famille, est-ce que c'est les mêmes choses qui s'appliquent au service, s'appliquent à la maison et est-ce forcément un bon mari et un bon papa? Non, pas forcément. C'est deux contextes différents. Mais comme je disais, la fonction RH est une fonction partagée. Donc, partout où vous avez donc à gérer des hommes, vous avez à gérer des humains aussi. Peut-être que votre bagage de manager des ressources humaines peut vous aider à gérer les choses. Mais si vous pensez que madame et puis votre collaborateur, là, c'est la même chose, vous risquez de faire tout faux. Si vous pensez que madame, là, c'est votre employé ou bien votre subalterne ou le chef de service N-3 là. Et non, et voilà, là-bas c'est une autre école aussi qu'il faut apprendre donc et au sein de la société. Au sein de la société, c'est la même chose. Lorsque vous avez affaire au public, aux personnes humaines, il faut savoir tirer profit de votre formation, quelle qu'elle en soit. Pour pouvoir justement vous insérer et avoir les bonnes relations au sein de la société. Mais chaque situation n'est pas une école de gestion des ressources humaines, attention. Voilà, chaque situation est une situation à part entière qu'il faut aborder en vous inspirant de vos expériences. Je vous disais tout à l'heure que tout s'apprend par l'expérience. D'accord. Comme chaque entreprise est différente, on ne peut pas aller manager des personnes qui sont par exemple dans la fonction publique comme dans une entreprise privée là où il faut faire absolument du chiffre. Voilà, le management au fait c'est en fonction du lieu où toi tu es là où tu travailles là. Donc il faut s'adapter et puis gérer le personnel qui s'y trouve. Et en tant que gestionnaire des ressources humaines, est-ce que vous avez déjà, et c'est sûr forcément, déjà été confronté au cas de harcèlement sexuel? Et comment est-ce que pour un gestionnaire de ressources humaines, on gère cette situation, surtout dans le cas où votre supérieur hiérarchique, on prend un exemple, votre DG serait impliqué ou serait le bourreau? On va définir ça autrement. Monsieur Sanouidi, vous êtes dans une société X, vous êtes le directeur des ressources humaines. Zidiara est un employé au sein de ce service. Alors, moi, je suis le DG. Zidiara est un agent. Sandrine Konaté est la femme de Zidiara. Alors, du coup, moi, Sandrine Konaté également, et surtout dans la même société. Et maintenant, il se trouve que moi, en tant que patron, j'ai vous faites des avances à l'employé. À la femme de l'employé.
Moi, je vais le dire comme ça. Voilà, oui. Mais pas, Non, pas la femme de l'employé. Je veux dire. Ça, c'est en un fait, autre cas. voilà, ça, c'est un Mais autre je cas. pense que Moi, ça se ma- rejoint. Oui. Ça se Non, pas forcément. Moi, ma question, en fait, D'accord. c'est vraiment les employés. Donc, Au sein de la même société. Voilà, D'accord. Jackie est le DG. Moi, je suis employée. Je suis la secrétaire Ok, de ok. Jackie, qui est le DG. Moi, je suis la secrétaire. Et vous êtes GRH. Moi, je viens me plaindre que je subis un harcèlement sexuel de la part de mon DG, qui est aussi votre DG et votre supérieur hiérarchique. Comment C'est- est-ce que vous c'est un gérez exemple, cette c'est pas le situation? cas. Non, non, c'est un D'accord. exemple. Merci de me rassurer que Non, 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 C'est juste un c'est un exemple. On sait Donc là, jamais, c'est quelqu'un DG. peut prendre l'émission en cours tout de suite Oui, et il elle entend dit non, en même et de que retirer seulement cette phrase. Et donc, du coup, ça peut Non, créer donc des c'est pour problèmes. ça qu'on a pris l'exemple Non, de non, non, Jackie DG et moi la non, secrétaire. naturellement, les gens comprendront que vous ne viendrez pas sur un plateau en train d'exposer vos affaires. Donc, ce sont des situations qui malheureusement arrivent. D'accord. Ce sont des situations dont on est confronté lorsqu'on est responsable des ressources humaines. Vous allez forcément avoir donc à gérer ce genre de situation. Mais parce que aussi, lorsqu'il y a réunion d'êtres humains, d'hommes et de femmes, il peut justement se passer Des choses. des choses. Et lorsqu'il y a réunion d'hommes et de femmes, il peut donc se développer des envies, des désirs, Lorsqu'il y a des proximités qui peuvent développer. Maintenant, le principe est que je vais prendre l'exemple, si vous me Jackie permettez. DG, moi, C'est secrétaire. Jackie DG et puis la secrétaire. Bon, si la secrétaire veut et que Jackie veut. Bon, Non, dans ce non, cas, non, laissez-moi développer. Laissez, Ok. s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Ok. Si Jackie veut et que la secrétaire ne veut pas, et que Jackie insiste, ça devient harcèlement. Bien C'est sûr. ça. D'accord, on est Donc d'accord. pour le gestionnaire donc, des ressources vous êtes. humaines, c'est de pouvoir aller dire à ce DG-là, ce à quoi vous êtes en train de vous exposer là, peut vous amener en prison. Sans avoir peur d'être viré. Laissez-moi D'accord. développer. Allez-y jusqu'au bout. Vous lui dites les choses. Je vous dis, un gestionnaire des ressources humaines, c'est d'abord l'éthique. L'éthique même du RH d'abord. Ok. Ce que vous êtes en train de faire en tant que DG, c'est votre entreprise, c'est votre boîte et tout, mais peut vous amener en prison. Et éventuellement, lui conseiller par rapport donc à son approche vis-à-vis de sa propre secrétaire qu'il paye. Parce que si cette secrétaire porte plainte, quelle qu'en soit donc avec des preuves, quelle qu'en soit justement, la position du DG, bon, et avant qu'il ne puisse utiliser ces ramifications pour se tirer d'affaires là, il aura sali son image, il aura sali l'entreprise, et éventuellement il aura peut-être causé la personne. Nous sommes déjà à 2 minutes de la fin de cette émission. Et Vous avez dans 30 le cas- secondes. Dans le cas où c'est la secrétaire qui harcèle Le DG. le DG et qui lui fait des provocations, du genre venir avec des décolletés plongeants, les cuisses en l'air, s'exciter devant le DG, faire des petits Mais est-ce que trucs. le DG va le dire au DG? Est-ce que dans ce cas, le DG, s'il vient vous demander... Non, lui, c'est possible. plus simple dans ce cas, Dans vous ce cas, c'est affectez plus tout simple. simplement, Bon. vous l'affectez, ou bien vous attirez son attention à travers donc la procédure. J'ai dit une lettre d'explication. Si vous avez un code vestimentaire, il faut respecter le code vestimentaire. Bon, il y a certaines tenues qui ne sont pas adaptées dans certains environnements de travail. surtout Et pour ma quand c'est le DG qui vit ça, c'est plus facile pour le RH de régler ça DG, que lorsque c'est le... Parce que très souvent, contraire, quoi. c'est sûr que les RH ne peut ne même pas être informés. On l'envoie à la Ok, documentation. d'accord. Après, alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Monsieur Sanouidi, on va rappeler donc la tenue de ce grand café RH et autres, la date et le lieu, et un numéro de téléphone pour toute formation complémentaire. Donc la 5e édition Oui. des cafés ressources humaines couplés à la première édition des RH World auront lieu du 2 au 4 septembre
à Koudougou. Et donc, pour les ateliers de renforcement de capacité, ce sera donc à la Chambre de commerce. Et puis, plutôt au Conseil régional. Et pour le dîner gala des RH Awards, ce sera à Splendid Hotel. D'accord. Et vous pouvez nous joindre au 70 20 80 85 76 16 73 72 et 78 11 36 70. Merci beaucoup à M. Sanoudi, merci à toute la team, merci téléspectateurs. C'est ici que nous arrêtons pour ce numéro 1 de la semaine. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Allons tous fumer le calumet de la paix. Vive l'apéro déjeuner. Vive le Carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ensemble, nous sommes plus forts et nous sommes convaincus que demain sera encore mieux. Prenez soin de vous et surtout bonne semaine. Ciao, bye bye. Rejoins l'avenir. Rejoins la création. Rejoins la performance. Rejoins le réseau. Rejoins le partage.